Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui mon 101% je vais le faire à peu près à 22% je pense. Parce que la semaine dernière j'ai chopé un peu sûrement comme vous, vous êtes au moins 60% de la population française à vous être tapé une sorte de grippe bizarre avec température à fond. Alors moi c'était pas une grippe, c'était une angine, mais j'ai bien fait mes 42 fièvres et donc aujourd'hui je suis hyper à fond. Et comme vous allez pouvoir le voir, j'ai beaucoup travaillé, vu que j'ai fait qu'avoir de la température et transpirer. Donc ça fait que j'ai pas beaucoup travaillé mes 101%. Mais c'est pas grave parce qu'on est là, on est entre amis, on s'aime, hein, donc vous allez pas m'en vouloir. Regardez mes yeux. Aimez-moi. Bref, aujourd'hui il y a les jeux téléchargeables, oscillation, debug mode, mais on commence avec les news de Pierre-Alexandre. Parce que lui, il était en forme. Le communiqué officiel est tombé jeudi dernier dans la journée. La DSi, dont la prononciation officielle est en fait DSi, sortira en Europe le 3 avril prochain. Contrairement aux US, où la console sera disponible 2 jours plus tard, les coloris proposés seront les mêmes qu'au Japon, soit noir et blanc et non noir et bleu. Plus fine et légère que la DS Lite et bénéficiant d'un écran de 3,25 pouces, plus large, cette nouvelle portable sortira sans jeu dédié, ce qui est plutôt surprenant. Pour tester ces nouvelles capacités tournant essentiellement autour des 2 petites caméras incrustées à reconnaissance de mouvement et d'une mémoire interne étendue, il faudra donc télécharger. La DSi proposera ainsi des DSiWare équivalents au WiiWare de la console de salon Nintendo. On pourra également télécharger via le Nintendo DSi Shop des outils sympathiques, tels que Moving Memo Pad, destiné à la création de petites animations à partir de dessins ou de photos, et même des sons enregistrés à l'aide du micro. Alors que la DS Lite avait été souvent critiquée pour sa piètre qualité sonore, la DSi sera améliorée à ce niveau. Les joueurs pourront s'en apercevoir très vite via le logiciel inclus Studio Son Nintendo DSi, qui non seulement permettra de jouer avec des sons enregistrés, mais également de transformer sa console en baladeur. Le format des fichiers son de la DSi sera l'AAC, déjà utilisé par Real Networks ainsi qu'Apple pour ses iPods et iTunes. Et profitez d'une nouvelle qualité sonore. Amusez-vous avec les filtres spéciaux pour appliquer des effets. Sélectionnez votre musique à l'aide du stylet et battez la mesure ou ajoutez des effets. D'autres logiciels seront également disponibles sur le DSiWare, un mini-épisode de WarioWare faisant usage des caméras, ainsi qu'un navigateur internet spécialement conçu pour la nouvelle portable par Opera. Évidemment, tous ces outils téléchargés via le Nintendo DSi Shop seront stockés directement sur la mémoire interne de la DSi. Pas de news concernant les jeux 100% DSi, le communiqué précisant que presque tous les jeux DS fonctionneront. De nombreux joueurs, les fans de Pokémon en tête, regretteront bien sûr la disparition du port cartouche Game Boy, mais les DSiWare leur ouvriront sans doute des possibilités inattendues. Sans oublier tous les jeux Nintendo DS. Découvrez encore une nouvelle façon de jouer avec la Nintendo DSi. On avait précisé dans la critique de The Mo que de nouvelles cartes téléchargeables étaient prévues. Et la première est arrivée il y a peu de temps sur le live. Nommée Brute Force, cette nouvelle map mettra Frank l'Alien et son mot domestique face à des ennemis et des énigmes inédites. Si l'on peut pester sur le contenu téléchargeable payant, il faut noter ici que cette nouvelle aventure de The Mo ne coûte que 100 Microsoft Points. Bonne nouvelle, Konami vient d'annoncer la sortie de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots dans la gamme Platinum. Alors si vous venez d'acquérir une PS3, MGS4 sera dispo à moins de 30 € le 5 mars prochain. On a eu l'occasion de s'essayer plus longuement à la suite du déjà fort sympathique Family Ski, sorti en juin 2008. Répondant au doux nom de Family Ski and Snowboard, ce qui laisse assez peu de doute quant à la grosse nouveauté de cette suite, ce jeu d'arcade fait visuellement un bond en avant. Juché sur son snowboard, on peut désormais descendre le mont Angrio, en plus des pistes du Jamboree Snow Resort, qui remplace donc le Happy Ski Resort du premier jeu. Accessibles en hélicoptère, les pistes du mont Angrio sont plus raides, plus vastes et permettent de profiter d'une vue exceptionnelle sur la chaîne montagneuse. Les amateurs de figures pourront également s'essayer au Ski and Snowboard Fun Park. Les développeurs de Namco Bandai promettent aussi un support optimisé du Wii Balance Board. Toujours aussi agréable à jouer, cette suite de Family Ski fonctionne toujours sur le principe du domaine skiable ouvert, avec des personnages lançant des défis qu'il faudra trouver. Le jeu sortira dans quelques jours, le 27 février.
entendez, plutôt allongé et qu'on n'a pas grand-chose à faire et que notre cerveau il n'arrive pas trop à marcher, on regarde la télé. Et j'ai enchaîné beaucoup de séries télé et de films. Donc, je me suis dit que j'allais vous parler de séries télé et de films, vu que c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Je peux vous parler aussi du moment où j'ai vomi, mais je pense que vous préférez que je vous dise que j'ai regardé Ghostbusters 2. Alors, j'ai regardé Ghostbusters 2. Je préfère le 1. En fait, j'ai pas grand-chose à dire, en fait. Donc on va regarder les jeux téléchargeables et c'est R-Type Dimension. Et ce R-Type, il est vachement bien parce que vous pouvez jouer au vieux R-Type. Alors moi, R-Type, c'est horrible, mais j'ai découvert ça sur Super Nintendo. Je connaissais pas avant. Donc moi, je l'avais eu sur ma Super Nintendo. Bon, ça date un petit peu quand même maintenant, mais bon. Et j'ai vraiment adoré R-Type, même si je l'avais pas fini parce que je suis un peu une grosse burne en shoot 'em up. Et là, le nouveau, là, tu peux jouer avec la version en 2D ou avec une version 3D. Et ça ne sert à rien, mais c'est une bonne initiative, je trouve. Voilà, on regarde le reportage, parce que j'en parle, mais au fond, moi, ce que je dis... La semaine dernière était une semaine de sortie de folie, avec des titres tels que Dragon Quest V, Street Fighter 4 ou encore GTA 4, Lost and Damned. Difficile donc de jouer à tout, surtout si l'on ajoute à ces sorties celles des plateformes de téléchargement. Cette semaine était d'ailleurs placée sous le signe du grand n'importe quoi, mais aussi du rétro. Et en matière de rétro, c'est sans nul doute la console virtuelle qui se taille la part du lion. Mercs est à la base un titre arcade jouable à 3 simultanément, mais c'est la version Mega Drive qui est disponible sur la console virtuelle. Il s'agit d'un shoot 'em up où l'on incarne un commando bien viril qui se déplace à pied. La vue est de dessus à la manière d'Ikari Warriors ou de Commando. Le joueur devra se frayer un chemin au milieu des vagues d'ennemis et se confronter à des boss faisant pratiquement la taille de l'écran. Heureusement, il sera possible de trouver des power-ups, comme le désormais célèbre rayon petit pois, les connaisseurs comprendront. Jouable à 2 sur Mega Drive, et donc ici aussi, Mercs ravira les fans de coupe en brosse des années 80 et tous ceux qui aiment les ordres beuglés par le sergent instructeur. Sorti en 85 par Epix, sur Commodore 64, Winter Games fait suite à Summer Games, dont le second volet est également disponible sur console virtuelle. Ce titre est bien connu des joueurs ayant pratiqué la disquette et la cassette dans les années 80, tout simplement parce qu'il a été adapté sur un nombre incroyable de plateformes, dont le MSX, l'Amstrad CPC, le ZX Spectrum et bien d'autres. Jouable jusqu'à 8, chaque joueur devant bien sûr attendre son tour, ce titre proposait de nombreuses épreuves dont le saut à ski, le biathlon, le bobsleigh, le patinage artistique ou encore la luge. Cela fait un petit bout de temps qu'on l'attendait sur PSN, et il arrive comme pour rendre hommage à la sortie de Street Fighter 4. Il s'agit bien entendu de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, le jeu qui a sans doute le titre le plus long du monde. Pour rappel, il s'agit d'un remaniement de Super Street Fighter 2 X, proposant des graphismes redessinés et en HD, ainsi qu'une bande-son toute fraîche. Malgré ses atouts, le jeu ne parvint pas à séduire tous les joueurs. En effet, la rigidité et la maniabilité hasardeuse de la manette Xbox 360 avaient stoppé net l'engouement des fans. Ce dernier problème devrait être rendu obsolète avec un pad PS3 mieux adapté. On en parle depuis un bon moment déjà, mais Nobi Nobi Boy fait partie de ces jeux ovni dont on attend la sortie avec enthousiasme. Tout simplement parce qu'il propose souvent un gameplay unique pour ne rentrer dans aucun genre précis et une approche graphique empreinte de fraîcheur. C'est Takahashi Keita qui est le papa de cette étrangeté. Vu que c'est le créateur de Katamari Damacy, autant dire que l'on peut s'attendre à un résultat étonnant. Le joueur incarne un petit garçon qui a la faculté de s'allonger, de s'allonger, de s'allonger. De toute façon, il est bien évident qu'on en reparlera d'ici peu dans les critiques téléchargeables. Death Tank est un jeu d'artillerie. Dans ce type de jeu, chaque joueur contrôle une unité, située dans un coin opposé de l'écran, l'objectif étant d'envoyer des tirs selon un angle précis afin de toucher l'autre avant qu'il n'y parvienne lui-même. Une certaine anticipation de la physique de ces tirs est donc nécessaire, comme la prise en compte des accidents du décor et bien entendu de l'éloignement de l'unité adverse. Ce genre a d'ailleurs été enrichi avec humour par Team 17 avec le merveilleux Worms. Death Tank fonctionne donc dans les règles du genre tout en incorporant des éléments de Moon Patrol. Le joueur dirige donc un tank qui doit détruire les unités ennemies avec son canon, mais qui peut également se déplacer et même s'envoler dans les airs. Il est ainsi nécessaire que le joueur commence par trouver le point de la carte le plus stratégique avant de viser et tirer pour triompher. Il existe plusieurs types d'armes, comme le canon, le missile à tête chercheuse, etc. Ajoutons à cela un mode multijoueur en ligne et on obtient un jeu super fun.
Grabbed by the Ghoulies est sans doute le moins connu des jeux rares. Sorti sur Xbox en 2003, il proposait d'incarner un jeune homme essayant de secourir sa petite amie enfermée dans un manoir hanté. Usant de nombreux QTE, ce jeu d'aventure-action fonctionnait sur un principe amusant, puisqu'il fallait faire en sorte que son personnage ne meure pas de peur. Un coup de flip, et c'est son cœur qui battait la chamade. Au joueur de réaliser la séquence de touche adaptée aussi rapidement que possible avant l'arrêt cardiaque. Doté d'un style graphique comics très accrocheur, ce titre n'aura pas su trouver son public, tout comme de nombreuses productions rares sur 360 d'ailleurs. Si on demande à un joueur de citer un shoot dans la seconde, il y a de fortes chances qu'il réponde Gradius ou R-Type. À No Life, on a fait le test et ces deux jeux ont été immédiatement cités aux côtés de Ikaruga et Radiant Silvergun. Les plateformes de téléchargement que sont la console virtuelle de la Wii, le PlayStation Network ou le Xbox Live Arcade sont aujourd'hui devenus les nouveaux espaces de redécouverte de ces classiques de l'arcade. Sur XBLA, le shoot est particulièrement bien représenté avec des adaptations, des remakes et même des titres originaux. On citera ainsi en vrac Ikaruga, Rez HD, Space Giraffe, Geometry Wars 2, E4 ou encore Galaga Legends. Et c'est maintenant R-Type 1 et 2 qui viennent faire leur apparition début février sur XBLA sous le titre R-Type Dimensions. Le studio de développement américain derrière ce double remake 3D est Tozai Games, un spécialiste dans le domaine. On leur doit ainsi la version console virtuelle de Spelunker, un jeu de plateforme 8 bits sorti au début des années 80. Et ils travaillent en ce moment sur la version XBLA de l'inénarrable Lode Runner. Pour l'anecdote, Tozai est un jeu de mots japonais qui signifie le monde entier ou l'Est et l'Ouest, un nom qui trouve ici tout son sens. Bon, on ne va pas s'éterniser sur le scénario du jeu, embryonnaire, pour s'intéresser à l'historique de la série R-Type. Le joueur affronte ainsi l'Empire Bido. Les Bido ont été créés par les hommes eux-mêmes au XXIe siècle pour être utilisés comme armes biologiques. Ils furent ensuite enfermés dans un conteneur aussi gros qu'une petite planète où ils continuèrent à évoluer en silence. Ayant pris conscience de la menace, l'humanité tenta d'envoyer les Bido à travers un trou de verre, mais échouèrent pour finalement parvenir à les expédier dans une autre dimension à l'aide d'une arme spéciale. L'humanité au XXIe siècle était sauve, mais pas celle du XXIe siècle où les Bido firent leur réapparition encore plus puissants. Voilà pour le scénar. R-Type est un shoot à scrolling horizontal sorti en arcade par Irem en 1987. Il a marqué son époque pour plusieurs raisons. Ses graphismes sublimes, le design de son vaisseau rond comme un ballon, avec un cockpit ayant la forme d'une tête d'alien, ses boss de fin de niveau qui se représentaient très souvent sous forme d'énormes entités biologiques, le gigantesque destroyer que le joueur longeait dans le niveau 3, le petit pod amovible qui s'utilisait comme un bouclier et pouvait être propulsé un peu partout, et enfin son niveau de difficulté ahurissant. R-Type a connu une dizaine de suites, on n'en citera que quelques-unes. R-Type 2, également présent dans R-Type Dimensions, Super R-Type et R-Type 3 The Third Lightning, sorti sur Super Nintendo au début des années 90 et accessible sur la console virtuelle de la Wii. R-Type Final, un superbe shoot full 3D sorti en 2003 sur PS2 et qui devait conclure la série. Et enfin, R-Type Tactics, sorti en France en 2008 sur PSP, qui se présentait sous la forme d'un tactical shooter, soit un shoot au tour par tour. Voilà la saga restituée brièvement pour ceux qui ne la connaissaient pas encore. R-Type Dimensions est donc une excellente occasion de redécouvrir ces deux premiers titres dans leur aspect originel ou en version 3D. Ce titre XBLA, autant le dire tout de suite, propose une feature poilante. À l'aide du bouton Y, il est possible de switcher en temps réel, avec un léger fondu, de la 2D à la 3D. Le jeu tire sans doute son titre de cette option, le joueur pouvant passer en un clin d'œil d'une dimension à une autre. La partie débute avec un écran présentant les deux bornes d'arcade. On commence donc par sélectionner le titre auquel on souhaite jouer, R-Type qui aligne 8 niveaux ou R-Type 2 qui en propose 6. Ensuite, on choisit de jouer en solo ou à deux, soit sur la même console, soit via le live. Ceci fait, le joueur se voit proposer deux modes de jeu. Le mode classique avec ses 3 vies et le mode infini, une nouveauté qui permet d'enchaîner les niveaux jusqu'au boss final sans crainte du game over. Le nombre de vies perdues est néanmoins comptabilisé à la fin de chaque niveau, histoire d'essayer de s'améliorer. On regrettera d'ailleurs qu'en mode de joueur, le décompte soit fait globalement et non pour chaque joueur. C'est sans importance, la décision de passer d'un affichage à un autre pouvant s'effectuer en cours de partie. En revanche, il est possible de présélectionner l'une des deux caméras proposées pour chaque affichage. En 2D, on a le choix entre la caméra normale ou la caméra arcade.
Cette dernière affiche tout simplement la borne d'arcade en vue subjective, comme si on jouait dessus. Elle bouge légèrement de manière à simuler les dandinements du joueur et le stick remue en fonction des mouvements du vaisseau. Ultime détail, on peut même apercevoir un léger reflet sur l'écran. Et là, on se dit qu'ils auraient pu pousser le vis jusqu'à incruster le reflet du visage du joueur à l'aide de la caméra du Xbox Live Vision. Mais c'est parce qu'on est des geeks aussi. Les caméras proposées pour l'affichage 3D sont les caméras normales et Folie. La caméra normale reproduit en 3D les décors et les ennemis 2D du jeu original, sans fioritures. Par contre, la caméra Folie modifie l'angle de vision pour proposer une vue de biais, ce qui change immédiatement l'appréhension de l'espace de jeu. Plein d'options donc, aussi sympathiques les unes que les autres. Les jeux en eux-mêmes n'ont pas bougé. On dirige toujours le R-Type modèle R9 Arrowhead, qui peut tirer et charger son tir pour lâcher une salve de plasma. Plusieurs types d'armes et d'options sont accessibles sous la forme de bonus que certains ennemis libèrent. Le premier bonus étant la force. La force est le bonus qui distingue d'emblée R-Type des autres shoots. Ce dernier se présente sous la forme d'un pod qui peut être attaché derrière ou devant le vaisseau. À tout moment, le joueur peut décider de le propulser loin devant lui ou au contraire de l'attirer. Ce pod peut tirer sur le rythme du vaisseau et sert également de bouclier. Il sera indispensable d'apprendre à le maîtriser afin de se débarrasser rapidement des boss et de jongler avec en fonction des vagues d'ennemis. R-Type étant très difficile et R-Type 2 ultra méga difficile, franchir un niveau se fait à force d'apprentissage. Le joueur devra apprendre par cœur chaque vague d'ennemis ainsi que les mouvements à effectuer à l'aide du vaisseau et du pod. Par chance, il est possible de jouer sans stress à l'aide du mode infini, qui finalement permettra à tous les sous-players de découvrir ces deux titres au graphisme magnifique. R-Type Dimension est une réussite. Pour 1200 points, il permet de redécouvrir deux shoots mythiques sous un jour nouveau. Alors oui, ce titre est sans doute moins beau, moins riche et finalement moins intéressant qu'un R-Type final sur PS2, le véritable champ du signe de la saga. Mais les néophytes comme les amateurs devraient finalement y trouver leur compte, grâce notamment au son Dolby Digital et à la présence des caméras arcade et Folie qui permettent de s'essayer au jeu différemment. Mais le petit truc qui fait réellement la différence, sachant que les deux jeux auraient de toute manière mérité d'être acquis dans leur version classique, c'est l'option « Je joue en 2D ». Ah non, je joue en 3D. Oh, et puis non, je préfère jouer en 2D. Et le défaut évident que l'on aurait pu mettre en avant, soit la difficulté colossale de ces deux jeux, disparaît grâce à l'option « Infini », qui n'est rien d'autre qu'un cheat vie infinie réhabilité. Pour finir, notez que la difficulté du jeu explique que les saisies soient aussi lamentables et que celles-ci n'ont pas été faites par Thierry, mais par quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. N'est pas Super Player qui veut. En un week-end, j'ai regardé la série Rome, en entier. Ça fait 22 épisodes de bien 1 heure bien tassée. Et bah c'est vraiment bien. Rome, c'est vraiment bien. C'est vraiment bête qu'ils aient pas eu assez de budget. Remarque, je comprends quand je vois le pognon qu'ils devaient mettre rien que dans les scènes de bataille, etc. Mais c'est vraiment une bonne série. Et en plus, on apprend vraiment sur l'histoire romaine, etc. Franchement, je vous le conseille. Rome, c'est vraiment bien. Je sais, plein de gens l'ont déjà vu. Moi, je l'avais pas vu encore. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ce week-end, donc j'ai vu tous les épisodes de Rome. Et après, je suis tombé sur, je sais pas, Cinéma, une chaîne comme ça. Et je suis tombé sur le film Cléopâtre. En fait, je venais de voir la mort de Marc-Antoine dans la série Rome, qui est assez classe, bien joué, tout ça. Et d'un seul coup, je suis tombé sur le film hollywoodien des années 60, où t'as Marc-Antoine avec son glaive qui fait il tombe dans des escaliers en faisant ça. Et là, tu fais putain, comment ça a évolué le cinéma, putain de merde. Le truc, il y avait des budgets hallucinants avec des tonnes de gens et tout ça parce qu'ils n'avaient pas de 3D pour pouvoir les mettre dans le désert, tout ça. Mais ils jouaient mal. Oh, l'Empire romain. Bref, ne regardez pas le film Cléopâtre, regardez la série Rome. Voilà, on regarde Oscillation. Je crois que c'est avec un singe. Nombreux sont ceux qui estiment que la bande originale de Donkey Kong Country, jeu sorti pour Super Nintendo en 1994, fait partie des meilleures de son genre.
On peut y trouver une grande variété de styles musicaux représentant les divers environnements dans lesquels passent nos deux héros, Donkey Kong et Diddy Kong. En effet, les compositeurs de la BO, Robin Beeland, Evelyn Fisher et David Wise, ont su mettre en musique chaque environnement du jeu de manière très impressionnante. Voyons ce qu'il en est à travers les morceaux les plus récurrents. La musique de niveau qui revient le plus souvent est celle de la grotte. Écoutons un instant. Des bruits suspects ainsi que des bruits de pas qui résonnent dans la grotte créent une atmosphère angoissante. On peut également entendre des gouttes qui tombent, ce qui est certainement dû à la présence de stalactites. La musique se sert ici d'une forte réverbération et imite ainsi parfaitement l'univers sonore d'une grotte. Dans le même genre, une autre musique revient à plusieurs reprises dans la bande originale du jeu. Il s'agit de la musique des mines. Il est évident que les bruitages imitent ici le travail des mineurs, et fait étonnant, cette fois les compositeurs vont inclure l'écho dans la musique même. Ainsi, les motifs mélodiques sont repris à l'identique, une octave plus haut et moins fort. Une autre musique de niveau que l'on peut entendre plusieurs fois dans le jeu est celle qui accompagne les niveaux aquatiques. Dans la plus grande simplicité, les compositeurs ont créé ici une musique qui imite parfaitement le comportement de l'eau, avec ses vagues représentées en musique par les va-et-vient des motifs, ainsi qu'avec une grande fluidité dans les éléments musicaux. Les trois musiques que nous venons d'entendre sont très représentatives des musiques de niveau du jeu, car elles sont assez planantes et silencieuses afin de favoriser la perception des bruitages et ainsi renforcer l'ambiance angoissante. Mais une musique très joyeuse et optimiste vient régulièrement interrompre l'angoisse. Ce morceau amusant, rythmé et danseur devient très rapidement synonyme de détente et de plaisir pour le joueur. Et pour cause, il n'apparaît qu'au moment agréable du jeu. Il s'agit de la musique accompagnant les salles bonus que l'on peut découvrir un peu partout. C'est d'ailleurs loin d'être la seule musique joyeuse du jeu et heureusement. Un autre morceau récurrent du jeu apparaît entre les niveaux. C'est une musique insouciante et sautillante qui représente à merveille le voyage facile de nos personnages de niveau en niveau. Comme tout bon jeu avec des méchants, Donkey Kong Country a bien sûr aussi sa musique de boss final. Ici, les compositeurs ont suivi toutes les règles d'écriture que nous avons déjà abordées dans de nombreux épisodes d'Oscillation. Agitation, syncope, chromatisme, percussion, tout y est. Le joueur reste ainsi bien sur ses gardes et la musique ne cesse de lui rappeler qu'il se trouve dans une situation périlleuse. Impossible de ne pas au moins mentionner l'ingénieuse utilisation que font les compositeurs du chipset son de la console. L'un des compositeurs, David Wise, a expliqué à ce sujet que pour la création des sonorités de Donkey Kong Country, il a été fortement inspiré par un synthétiseur à synthèse vectorielle, le Korg Wave Station. Il explique avoir utilisé un procédé de superposition de signaux pour véritablement créer ces sons.
Ainsi, il a pu éviter les restrictions techniques du chipset de la Super Nintendo. D'ailleurs, David Wise dit également que de toutes les musiques de la BO de Donkey Kong Country, sa préférée est la musique aquatique, aussi bien d'un point de vue technique que musical. C'était oscillation, il faut aller sur le forum pour le jeu. Voilà, ça c'est le retour plateau. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé la saison 1 de Code Quantum. C'est bien Code Quantum. Alors, sur la saison 1, en fait, il y a très peu d'épisodes. Et en fait, il n'y a qu'un épisode que j'ai trouvé nul. Un épisode où il est vétérinaire. C'était pas bien. Par contre, il y a un épisode où il se... Hein? Oui, c'est dur. Eh ouais. Mais toi, tu fais... Là, t'es devant chez... Là, t'es un. Ouais. Je suis fatigué, putain. On regarde des bug modes, je parlerai de Code Quantum après. Alors, c'est vrai qu'à No Life, je fais un job, enfin c'est un peu long à expliquer parce que je fais beaucoup de choses. On n'est pas super nombreux, donc tout le monde fait beaucoup de choses. Et moi, j'en fais pas mal de différentes. Alors déjà, donc, puisque je suis le patron, j'ai la joie et le bonheur de m'occuper de tout ce qui est paperasse. Alors paperasse, c'est quoi? C'est des choses comme ça, c'est des factures, c'est des interactions de dossiers avec le CSA. Je signe les chèques, je fais les achats, c'est assez fastidieux, ça prend une bonne partie du temps. Ensuite, je m'occupe de la chaîne, tout ce qui est long terme sur la chaîne, c'est-à-dire les arrivées sur les opérateurs. Voilà, donc je prépare des vidéos avec des extraits de programmes de la chaîne pour expliquer, voilà, à l'antenne par exemple, on a le jeu du et c'est des questions sur nos univers. J'ai plus accès au réseau sur SSX. Il faut que tu checkes les partages du disque dur qui déconne un peu à l'allumage là, et puis après tu auras le réseau. Donc dans ces vidéos, je montre des extraits, voilà, là on voit Nurse, Shortcom, on voit Vue Subjective là, qui reprend, pour montrer que No Life, il y a tout un tas de programmes. Pour nous c'est évident, on vit dedans, mais il faut le montrer aux gens pour qu'ils réalisent la richesse de la chaîne. Donc il y a ça, je m'occupe aussi du lien avec la régie pub, de tout ce qui est démarchage pub à l'antenne. Je suis allé voir... Tu as pu uploader la semaine 07, on me demande là d'envoyer des vidéos. Je vais m'en occuper ce soir après 101%. Sinon il y a aussi bien sûr tous les partenariats avec les festivals. Alors, je réponds aussi au téléphone, oui. Alors non, je suis désolé, je peux pas vous donner l'adresse de Marcus comme ça. Je sais que vous êtes fan, mais je suis sûr que ça lui fera très plaisir, mais il peut pas non plus répondre à tout le monde. Donc non, il a pas la grosse tête, mais il lui faut le temps de vivre et de gérer, vous comprenez? Bon, je réponds au téléphone aussi avec Fred, que vous pouvez voir dans la Founders Company en DRH. On fait effectivement la DRH de No Life, donc tout ce qui est stage, parce qu'on n'a pas les moyens d'embaucher des personnes, ça c'est aussi quelque chose qu'on doit expliquer souvent. Donc on fait de temps en temps des appels à stagiaires, donc il faut voir, rencontrer les gens, voir un petit peu. Je m'occupe aussi sinon de tout ce qui est paperasse, mais documents techniques, c'est-à-dire que des fois on doit fournir à des gens... Ok, je vais au supermarché, j'en prendrai tout à l'heure. Ok. Donc tout ce qui est documents, chartes techniques, voilà, des choses qu'il faut faire passer pour dire bon voilà c'est telle norme qu'on prend, ça se passe comme ça, voilà. Il y a aussi tout le matériel informatique. Quand il y a une panne, c'est moi qui me... Je sais que la playlist qui boucle depuis tout à l'heure, ça fait... Je vais les appeler dans 2 minutes, je les appelle. Voilà. Donc s'il y a un disque dur qui tombe en panne, voilà, c'est moi qui vais le racheter, ou un problème sur le réseau, pour l'instant c'est moi parce que voilà. Mais avec le matériel informatique, il y a aussi tout ce qui est fourniture, les cassettes, les piles, les DVD vierges quand on doit faire graver, voilà, envoyer un programme au Japon. On bouffe tout un tas de trucs, c'est pas croyable quoi.
Tu sais, le PC de saisie, il s'allumait avant. Bah là, il s'allume plus. Je descends, on va voir ça. Je m'occupe aussi du forum de No Life, voilà, avec l'équipe des modérateurs là, qui vient de s'agrandir. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon je m'en sortirais pas. Mais bon, pour en faire un an. Excuse-moi Sam, pour la base de données, tu préfères Maïssa ou MinoDB? Oh, on s'en fiche, pour la bando, il n'y a que l'équipe interne qui accède, donc on peut rester en ISAM si tu veux, il n'y a pas de souci. Je m'occupe aussi de la programmation de Marvin, l'outil qui permet de créer les playlists. Là, on peut les faire pour ce soir, donc pour qu'Alex puisse les faire, voilà, avec tout un tas de règles qui varient. J'essaie encore de faire des critiques de jeux de temps en temps, si je peux. Je prépare aussi donc le déménagement des locaux de No Life. Voilà, on va aller dans un bel immeuble grâce à Ankama. Ça va être vraiment génial parce que là, on n'en peut plus aujourd'hui. C'est une infection, on n'a plus de place. Donc c'est super, mais ça demande aussi pas mal de... Alors, pour les interviews, c'est Alex. Je vous le passe. Oui, Alex, tu peux t'en occuper. C'est pour une interview, je te transfère. Enfin, ça va... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça va appeler Cognac G parce que ça boucle toujours. Je vais les appeler là, mais Alex est en... caméra là. T'aurais le budget pour une location éventuellement? Ça devient compliqué là parce que je... Ah putain! Ouais, c'est le plateau encore. Donc voilà, là les plombs ont sauté, c'est quelque chose qui nous arrive maintenant. Moi j'ai un onduleur, c'est bien. Éteignez les ordis en bas et puis on va relancer. Donc on déménage. Allez, ils ont perdu 10 minutes. J'ai vu un épisode de la saison 1 de Code Quantum, donc je disais, avant que mon cerveau fonde, qui était vachement bien, un épisode où il est dans la peau d'un noir dans les années, je sais plus, 50 ou un truc comme ça, donc lui, vous connaissez Sam Beckett quand même, Code Quantum. Il est téléporté dans des gens et il doit régler leurs problèmes pour pouvoir se téléporter à une autre époque, à un autre moment, dans un autre corps. Et ben là, le truc, c'est qu'il sait pas qu'il est dans le corps d'un noir et donc il rentre dans un resto et il s'assoit pour manger. Mais en fait, à cette époque-là, les Blacks, ils n'avaient pas le droit d'aller manger dans les restos. Et donc ça crée une mini-révolution au sein de la ville de blancs qui brûlent des croix, Ku Klux Klan, tout ça. Et franchement, cet épisode, il était vachement bien. J'ai même pleuré une ou deux fois, mais je sais pas si c'est la température ou... Parce que j'ai pleuré devant Koh-Lanta aussi, donc ça devait être la température. Voilà. Et ben écoutez, le 101% dans 2 jours, on va le tourner juste après, là. Donc je pense que vous allez pas me retrouver plus en forme. Et vu qu'on tourne les 15 jours, je pense que dans les 3 prochains 120% que vous allez voir, ça va être magique. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à dans 2 jours et je vais enlever mon sweat parce que je transpire. Putain. J'ai des flaques sous les bras.